Bonjour, bienvenue pour ce vidéo de la série H. Le film de genre s'appelle Écoutez bien, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Je vais commencer une petite série de films que je considère comme des chefs-d'œuvre et vous pourrez vous m'attaquer de tous les côtés si vous n'aimez pas, ce qui est tout à fait possible puisque un chef-d'œuvre a toujours des limites. Et ça, c'est le petit sujet sur lequel j'aimerais que vous bottassiez jusqu'à la semaine prochaine. Envoyez-moi les copies et on verra si vous êtes prêts pour votre bac blanc. Tout ça pour dire Sonatine de Takeshi Kitano, 1993. Je l'avais vu à l'époque en VHS, et oui je sais, en version française, et oui je sais, mais je vais défendre cette version française aussi de ce film, que je trouve très bonne, et je vais en parler. Heureusement plus tard je l'ai revu en version originale, et j'ai eu l'occasion de le voir aussi au cinéma, ou dans des conditions de cinéma, c'était dans le hall de mon amphi à l'époque d'art plastique, et oui, je fais partie de tous ces branleurs qui ont fait des études soi-disant de sciences humaines, et qui sont en fait techniquement des bac plus 5 option McDonald's, hein, on finit équipier, machin, au final, et c'est une réalité, hein, les trois quarts des gens que j'ai recroisés qui ont fait art plastique avant sont devenus travailler chez Conforama, Darty et autres, parce que voilà, c'est la vie, la FNAC, voilà, hein, faut être honnête là-dessus sur les résultats concrets de ces études-là, même si je ne regrette absolument rien et que j'ai adoré ces études et que je les referai encore demain, je comprends tous ceux qui se foutent de nous en mode, voilà, les fameux bacs options, enfin les bacs plus 5 options chômage, c'est aussi une réalité. Enfin bref, je digresse, mais j'avais du coup l'occasion de voir ce film en très bonnes conditions dans un amphithéâtre, et j'ai pu voir plein de classiques du cinéma, des très bons films dans ces conditions, donc je ne regrette rien du tout, peu importe les critiques, vous pouvez garder votre sel ou aller le rendre à Salt Bay. Tout ça pour dire, chers amis, je suis fort aise de vous parler de Sonatine, film sur lequel je ferai une vidéo avec images, c'est quasiment acquis. Le film est sorti au cinéma en France le 15 mai 1993, il avait été projeté au Festival de Cannes et sa sortie nationale était le 3 mai 1995. C'est un sujet en soi, Sonatine, et en fait, il faut bien comprendre plusieurs choses sur ce film. La première chose, c'est que Takeshi Kitano est un réalisateur très particulier, qui a eu une énorme hype sur lui, grosso modo, depuis Sonatine, donc de 93 jusqu'à à peu près 2005-2008, si je ne dis pas de bêtises, et depuis quelques années, il a une filmographie qui est un peu plus confidentielle en France, notamment aussi parce que sa filmographie est devenue un peu moins, importable. Le dernier film que j'ai vu de lui était Outrage, qui date de 2010, alors que depuis, il a fait la suite de Outrage. Il a fait un film qui s'appelle Ryuzo 7 que je n'ai jamais vu et il a fini la trilogie sur Outrage. Décidément, il faut que je voie la trilogie Outrage pour vous en parler, hein, que les choses soient claires. Parce qu'il revient au film de gangster qui a été son style au départ et je vous en reparlerai à l'occasion. Mais c'est pour vous dire, sinon avant ça j'avais vu tous ses films et c'est un réalisateur assez incroyable qui a une histoire assez dingue. Donc on va commencer par vous parler de Takeshi. Je pense que c'est ça le plus intéressant pour commencer notre petite critique aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con? Takeshi Kitano est en fait, à la base, le Vincent Lagaffe japonais. Oui, je déconne pas, c'est une réalité. Takeshi Kitano, en fait, à la base, c'est un mec qui a commencé par la radio, où, au tout départ, il a commencé par faire ce qu'on appelait c'est pas du slapstick, j'ai oublié le nom, mais c'était un duo de comiques, je crois que ça s'appelle le Kansai, je ne suis plus certain du terme japonais, je dis certainement des bêtises. Le fait est que, le principe de cet humour-là, c'est un duo comique où tout le principe de leur comédie est de se renvoyer des répliques très rapidement. C'est basé sur une forme d'absurde et de rythme qui rend cet humour très drôle, mais c'est assez intraduisible. Souvent dans les films, quand c'est traduit dans une langue étrangère, anglaise ou française ou autre, ça marche pas, c'est pas très drôle. Alors qu'en fait, à l'origine, c'est très drôle. Les Japonais, ça les fait beaucoup rire, et c'est un humour qui a beaucoup de succès. C'est une forme de stand-up, si vous voulez, parce que celui-ci est basé beaucoup sur l'improvisation. Mais grosso modo, le rythme, la vitesse et la cadence jouent beaucoup dans cet humour-là. Et en fait, il s'est fait connaître avec un copain à lui, ils ont monté un groupe qui s'appelait The Two Beats. Il faut savoir que Takeshi Kitano, son surnom d'acteur et de réalisateur sera Beat Takeshi plus tard, en référence à ce duo-là. Il va donc prendre le nom de Two Beats et avoir un petit succès à la radio qui va l'amener à faire sa première émission télé où il va, grosso modo, je ne sais pas s'il a importé ça des États-Unis, a priori le mec étant assez orgueilleux sur le Japon, directement et indirectement, même s'il a beaucoup d'ironie sur la société japonaise, a un peu fait ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est-à-dire inventer une sorte de je caricature une forme de télécomédie assez lourde,
assez poubelle. Pour vous donner un petit peu le style, c'est vous avez un truc en France qui est passé sur M6 qui s'appelait Takeshi Castle. C'est quand on voit tous ces Japonais affronter des épreuves particulièrement physiques dans des gros châteaux gonflables, mais en même temps on sent qu'ils se font un peu mal parce que voilà, ils doivent courir sur des grandes pentes avec de l'eau, avec des mecs qui leur balancent des polochons et des machins, et souvent ils se font mal, ils se prennent des grosses gamelles. Et on a des compétitions de ce truc-là, ça s'appelle Takeshi Castle, et c'était diffusé notamment sur M6 en France, sur W9 ensuite. Donc voilà, ça c'est Takeshi Kitano, mais il a pas fait que ça. Il a aussi fait au Japon vraiment les premières télé-poubelles, c'est-à-dire, vous avez peut-être vu dans des best-of, les trucs les plus limites de l'histoire de la télévision internationale, et on a souvent cet exemple de 3 mariés qui sont invités par la télévision japonaise, et on leur offre le repas, l'entièreté de leur buffet de mariage, sachant qu'évidemment au Japon c'est des normes de tradition, c'est buffet pour 70 personnes, vous voyez le genre, avec énormément de choses différentes, entrées et tout ça, et donc on leur a promis de leur offrir tout le buffet, si elles sont capables de manger ce buffet. Donc il y a un rideau qui s'ouvre, et elles ont une table immense, et elles sont supposées tout manger. Et la première qui a tout fini, on lui offre son repas de mariage. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a la gagnante, les 2 dernières arrivent à aller jusqu'au dessert, et la gagnante finit quasiment le dessert. Donc je vous dis, regardez cette vidéo, elle doit certainement être sur YouTube, et c'est hallucinant dans l'état où la meuf se met pour pouvoir payer son repas de mariage. Et en fait, on pourrait prendre ça, Takeshi Kitano, pour un sadique. Il l'est, c'est vrai, c'est un sadique. Faire ça à des gens, c'est pas cool. De l'autre, je suis quasiment certain, avec toute la filmographie que j'ai vue de Kitano, et je vais vous en parler un petit peu en parlant de Sonatine, il a un regard très critique sur la société japonaise, notamment dans son extraordinaire film Kids Return, dont je parlerai à l'occasion, qui est peut-être son meilleur film, peut-être son plus grand film, je sais pas comment expliquer ça. Il a vraiment plusieurs films qu'on peut considérer des chefs-d'œuvre, Kitano, Sonatine, Hanabi, Zatoichi, enfin qui est un film de samouraï complètement dingue. Bref, tout ça pour dire, il a quand même pas mal de films qui sont très proches du chef-d'œuvre ou qui en sont carrément. Donc c'est délicat à dire, mais Kids Return, pour moi, c'est son film le plus puissant parce que sa critique, il est exactement à la frontière. C'est un film critique que n'importe qui peut regarder, ça se suit très facilement. Il ne pousse aucun effet de style ni de métaphore, ce qui est un petit peu le cas dans Sonatine, et je vous en parlerai un peu quand je parlerai de ses limites. Mais et en même temps, dans Kids Return, il arrive à pointer des choses qui sont tellement le monde néolibéral, tel que nous le connaissons aujourd'hui en Occident, que c'est juste dingue. Le niveau, j'ai envie de dire, de justesse de ce qu'il dit dans ce film. Le film est quasiment une chronique froide de notre monde néolibéral, avec tous les éléments sur la vie intime, toutes les relations entre guillemets ambiguës que l'on crée. On a notamment un personnage qui est secondaire, mais qui se met à faire un double travail pour offrir l'argent nécessaire à payer son mariage à la fille dont il est amoureux, mais comme il surtravaille, il se met en danger. Je vous laisse découvrir comment, c'est d'une justesse incroyable, et ça pointe vraiment des limites humaines, pragmatiques, on va dire, imposées techniquement par le monde néolibéral, mais qui deviennent humaines et profondément dramatiques et tragiques, et c'est un très très bon film, j'en parlerai plus en détail à l'occasion. Donc tout ça pour dire, c'est un mec qui a une filmographie très contrastée, mais je peux quasiment dire que de 93, donc de son 3e film Sonatine, jusqu'à quasiment 2005 ou 2004, non je crois que Zatoichi sort en 2003 ou 2004, il fait des films juste, c'est des bombes, chacun de ces films sont des bombes, et pour différentes raisons. Il faudrait parler de Dolls, il faudrait parler de plein de choses, bref. À part Getting Any, mais je vais en parler un peu après. Oui, je sais, je suis un passionné de ce réalisateur-là, donc je vais citer beaucoup de films, ne vous inquiétez pas, je vais m'expliquer en détail. Calmez-vous, posez vos flingues, on va taffer. Donc tout ça pour dire, réalisateur à la filmographie de qualité, vraiment de haut niveau, et Sonatine, c'est le contraste fort avec sa carrière de comique. C'est pour ça que quand je dis qu'il est sadique en faisant notamment, par exemple, il a fait plein d'autres trucs comme ça, en proposant à 3 mariées japonaises de manger leur buffet, je crois qu'il espère toujours, quelque part, à l'époque, il espérait encore toujours que quelqu'un lui dise « Non, mais il est hors de question que je fasse un truc aussi débile. Je vais pas me faire ça, t'es fou, quoi. » Même pour mon buffet de mariage. Et j'espère, je sais même pas que j'espère, je suis quasiment certain, connaissant l'ironie du personnage, qu'il la manifeste beaucoup plus dans ses films d'ailleurs que dans ses émissions télé, qu'il avait vraiment un regard critique sur le Japon, et qu'à un moment donné, il s'agissait vraiment pour lui de pousser les Japonais à refuser. Mais comme c'est une société où on ne refuse pas, c'est assez étrange, hein, dit comme ça, il pointait ça constamment dans ses films, et il y avait une sorte de côté dramatique, de côté inéluctable dans son cinéma, qui était constamment présent et qui vient essentiellement de cette partie de la nature japonaise. Donc quelque part, il y a quelque chose de sadique, mais il y a aussi un désir de mettre la société japonaise face à ses limites et face à
quelque part à son inhumanité, mais aussi face à une forme d'absurdité dans laquelle elle s'est mise elle-même. Donc voilà, vous pouvez regarder, il a fait beaucoup d'émissions comme ça qui consistaient constamment à mettre des candidats dans des situations impossibles. Et je trouve que quand on a vu son cinéma, on ne peut plus considérer ces émissions télé comme des émissions de télé-poubelle de base. Il y a quelque chose chez lui vraiment de l'ironie. Et d'ailleurs, il s'est jamais réellement pris au sérieux lui-même dans ses émissions, se grimant, se mettant des gros maquillages vraiment grossiers. Vous voyez, c'est les grosses moustaches en plastique, c'est les cheveux en plastique polystyrène, c'est toujours de la mise en absurde. Donc quand je dis que c'était le Lagaffe français, j'exagère quasiment pas, c'était vraiment le mec qui osait se rendre ridicule. Donc il s'est jamais réellement pris au sérieux, ni dans son cinéma, entre guillemets, ni... et d'ailleurs, quand on a commencé à le prendre au sérieux dans son cinéma, il a fait une sorte de backflip, j'en parlerai un petit peu après. Donc ça pour dire, c'est un mec qui a toujours eu, quelque part, une certaine finesse de regard, mais qui a toujours assumé aussi qu'il ne devait pas se prendre au sérieux, et ça fait partie du cœur de son travail. Donc, Takeshi Kitano, grosso modo, pendant 15 ans, un peu plus, c'est une gigastar de la télé comique japonaise. Il n'est pas pris au sérieux, il faut avoir conscience de ça. Donc quand il décide d'aller faire du cinéma, tout le monde s'attend à des films qui soient des gros délires stupides et régressifs, tels qu'il faisait à la télé techniquement, tel qu'il était perçu par la société japonaise. C'est pour ça que quand il fait son premier film, Violent Cop, qui est un remake de l'inspecteur Harry, Dirty Harry, il prend tout le monde à contre-pied parce que le film est violent, très très sombre, particulièrement immoral, certainement pas maîtrisé, mais en même temps, c'est un coup de poing dans la gueule parce que personne ne s'attendait à un film comme ça. Pour vous donner une échelle d'idée, le film était très mal distribué, il avait tourné le film le dimanche, le week-end. Hein. Pour vous donner une échelle d'idée, c'est un hyperactif, donc il enregistrait des genre 3 ou 4 émissions télé la semaine, plus 7 ou 8 émissions radio, et le week-end, il fallait qu'il tourne des films. Donc c'est un dévoreur de travail comme vous en avez rarement vu. C'est comme seuls les Japonais peuvent en faire, hein, des mecs qui taffent tout le temps et qui surproduisent. Bref, tout ça pour dire, il a commencé à tourner ses films le week-end, donc samedi, dimanche, dans la région de Tokyo, et donc tout le monde s'attendait à des films, quand Violent Cop est sorti, tout le monde s'attendait à des avant-premières, les gens sont venus en costume, un peu comme dans ces émissions, c'était un peu débile. Les premières séances ont fait, ont été pleines, et dès la seconde séance, il y avait plus un spectateur dedans parce que c'était violent, parce que personne s'attendait à ça, et personne ne voulait voir ça avec le nom Beat Takeshi derrière. Donc voilà, Takeshi commence sa carrière cinématographique avec un énorme contre-pied, mais qui va être à l'image de toute sa carrière cinématographique, puisque dès son film suivant, A Scene at the Sea, le style de Kitano se met en place, plan fixe très long, humour basé sur du chant contre chant, hein, des réactions de plan à plan, très peu de mouvements de caméra, très peu de dialogue, très peu de complexité d'intrigue. On est vraiment face à des choses frontales. Je parlerai peut-être de Scene at the Sea un jour, mais et même l'intrigue principale de Scene at the Sea prend comme personnage principal un mec quasiment autiste qui, pour que son équipe de baseball puisse continuer à jouer, c'est un mec, sa passion, c'est d'aller faire du surf et du baseball. Et son équipe de baseball peut plus jouer, et du coup, je sais plus exactement, je crois qu'il se fait embarquer un peu dans une histoire avec un yakuza pour récupérer des thunes. Mais il est complètement spectateur, genre il a une émotion à l'image. D'ailleurs, je reviendrai sur cette expression plus tard. Et du coup, le film joue complètement, non pas sur le personnage, mais sur les réactions des autres personnages sur lui, et des chants contre chants, de situation à situation, de plan à plan. C'est vraiment le style de Kitano qui se met en place, avec une musique quelque part poétique et toujours un peu enlevée, qui devient tout de suite faite par Joe Hisaishi. Joe Hisaishi, alors là, tous ceux qui s'y connaissent un petit peu en cinéma savent qui il est. Non, je déconne, mais Joe Hisaishi, c'est par exemple la musique, vous le connaissez probablement plus pour les musiques des films de Miyazaki, notamment Princesse Mononoke, entre autres, Le Château Ambulant, enfin tous les films Miyazaki. Donc voilà, les films d'animation. Pour peu que vous les connaissiez, c'est du Joe Hisaishi quasiment tout le temps. Et il a aussi fait la musique donc des films de Takeshi Kitano pendant longtemps, réalisant la musique exceptionnelle de Sonatine, mais on va en parler juste après. Tout ça pour dire, Takeshi Kitano donc arrive avec Sonatine dans un contexte où on commence à l'attendre. C'est pas qu'on apprécie son cinéma, mais en Occident, Scene at the Sea a plutôt plu dans les festivals où il est passé, le film a fait une plutôt bonne impression, et donc Sonatine n'arrive pas comme si qu'il était inconnu. Donc,
Sonatine est un peu attendu. Pour vous donner une échelle d'idée en France, c'est surtout, il faut en parler, Jean-Pierre Jeunet, qui est en fait le créateur d'une case qui était sur Canal+ à l'époque, qui s'appelait Cinéma de quartier, qui faisait revenir plein de films classiques. Et ça a été un des premiers avec Christophe Gans, qui faisait partie du magazine Starfix, avec plein d'autres réalisateurs maintenant qui sont très intéressants, dont je vous conseille les filmographies. J'en parlerai, Christophe Gans, c'est un sujet en soi. Mais c'est des gens comme eux, Christophe Gans, Jean-Pierre Jeunet et d'autres, qui vont faire venir le cinéma japonais d'auteur en France, et notamment les films d'animation japonais tels que Cowboy Bebop et autres, j'en parlerai aussi à l'occasion, c'est un sujet en soi, et donc le cinéma de Takeshi Kitano et d'autres réalisateurs. Donc Jean-Pierre Jeunet et consorts vont commencer à proposer les films de Takeshi Kitano à différents festivals, qui vont les recevoir, qui vont les accepter, et c'est ainsi que Sonatine va être présenté au festival de Deauville, si je ne dis pas de bêtises, et va gagner un prix. Je ne sais plus si c'est le grand prix, mais il va gagner un prix en tout cas au festival de Deauville, donc festival du film policier. Parce que effectivement, Sonatine est un film policier. Je pourrais parler du reste de la filmographie de Kitano en détail, mais pour vous donner juste une échelle d'idée, à partir de Sonatine, Kitano est intronisé comme un grand réalisateur, ou un réalisateur qui a un énorme potentiel, mais quasiment déjà considéré comme un grand réalisateur, et son film suivant, Hanabi, gagnera la Mostra de Venise. Il faut savoir que c'est rare qu'un réalisateur fasse comme Quentin Tarantino. Tarantino avait fait par exemple Reservoir Dogs, et ensuite était revenu avait gagné la Palme d'Or avec Pulp Fiction. C'est très très rare ce genre de trajectoire fulgurante où le mec en un film il gagne un prix au Festival de Deauville, je crois que c'était ça, sur Reservoir Dogs, ou alors il est pris en sélection sur son premier film à lui tout seul, et dès le film suivant, Palme d'Or. Ça c'est vraiment rarissime. Mais c'est assez classique qu'on ait deux films, qu'on se dise « Ah, ça commence à être bon », on voit un troisième, on dit « Ah, celui-là il aurait mérité le prix principal, mais on va attendre le film suivant ». Parce que sinon on risque de sacrer quelqu'un qui est en fait un imposteur ou autre. Le milieu des festivals fait très attention à sa crédibilité, aussi bien publique que critique. Et du coup en général on a plutôt un prix sur le film suivant. C'est très souvent... Park Chan-wook a grosso modo gagné des prix maintenant. Gagner des prix après Oldboy, mais techniquement il aurait dû gagner la Palme d'Or déjà avec Oldboy. Il a gagné des prix avec les films suivants. C'est assez classique, hein. C'est tout simplement les festivals qui ont tendance à être un petit peu inquiets de donner des prix à des réalisateurs qui ne sont pas encore, entre guillemets, intronisés aux yeux du grand public, ou grosso modo qui n'ont pas fait leur preuve au niveau critique. Il faut au moins qu'il y ait l'un ou l'autre qui soit très marqué. Sinon ils prennent très rarement le risque. Tout ça pour dire... Le cinéma de Kitano était attendu, et donc Sonatine va lui faire gagner des prix, Hanabi va gagner la Mostra de Venise, et à partir de là, tout son cinéma sera constamment regardé et apprécié. Malheureusement, ce ne sera pas le cas de Kids Return, et j'en parlerai à l'occasion du pourquoi, mais ça vous donne une échelle d'idée. Sonatine est un peu le film du décollage. Tout ça pour dire, Sonatine, c'est un petit peu la pierre angulaire de son cinéma, et elle explique déjà beaucoup de choses de son style. Mais... J'en parle, je vous parle beaucoup du contexte, beaucoup trop, évidemment, désolé. C'est un film que j'aime beaucoup, mais je trouve aussi que c'est un réalisateur passionnant. Donc on va tout de suite pitcher, comme ça on va arrêter de parler dans le vide, là, un petit peu, on va parler un petit peu de l'histoire, là. Missa brevis et spiritus maxima, ça veut rien dire, mais je suis très en colère contre moi-même. Murakawa est un yakuza, si je dis pas bêtise, de Tokyo, qui est pas loin de la retraite et qui attend donc un petit peu des retours de son investissement dans la vie de yakuza. Donc il va devenir, je le caricature, une sorte de parrain, il espère être un peu pépouze de son côté. Tranquille et tout. Mais voilà, il y a un mec qui s'est foutu un petit peu de sa gueule, un petit jeune qui allait dans l'ongle, il lui a bien cassé la gueule pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas à le chercher, et ce petit jeune se venge en l'envoyant dans une mission qui est un petit peu mal barrée. C'est-à-dire, il doit aller dans une région assez éloignée, dans un terrain qu'il connaît pas, chez des mecs qu'il connaît pas, pour régler un conflit entre deux clans, ce qui est encore plus explosif. Bref, il a compris dès le début qu'il s'agit de l'envoyer là-bas pour lui faire fermer sa gueule, et pour éventuellement se débarrasser de lui, si possible. C'est un petit coup de vengeance, mais il l'a pas tout à fait volé non plus, vu que ça a l'air d'être... Murakawa est un petit peu un électron libre, il n'est pas très apprécié, et son chef vient de se faire buter, donc il est un petit peu à la merci de gars, maintenant qui le tiennent par les parties. Donc, il part avec une équipe de mecs plutôt sûrs, une bande sûre à lui, mais aussi des jeunes, parce qu'il peut pas emmener tout le monde et n'importe qui. Ça part déjà en vrille sur le chemin entre un ancien et un jeune, donc il sent déjà dès le début que ça risque d'être compliqué. Et arrivé là-bas, il se retrouve un peu dans une ville côtière, près de la plage, où l'ambiance devient presque enfantine,
quasiment étranges. Ils se font d'abord... ils ont un QG en pleine ville, mais il y a un attentat qui bute 2 de ces mecs, et ils comprennent très vite qu'on leur a pas souhaité la bienvenue. Du coup, ils vont se réfugier près de la plage, dans une cabane, et là se met un peu en place une sorte de bulle hors du temps, où ils commencent à faire des jeux d'enfants avec son bras droit, et des jeunes qui sont venus avec eux, avec qui ils s'entendent bien. Et quelque part, il apprécie un petit peu cette vie-là, il commence à rigoler plus, à être un peu plus à l'aise. Lui qui était un personnage, qui était un mec jusque-là assez taciturne et violent, et qui vivait complètement comme un yakuza de base. Et dans cette petite bulle, il va rencontrer notamment une jeune femme qui va lui faire des avances, mais ça va pas l'intéresser. Et petit à petit va se dessiner une sorte de fin de sa vie qui va lui paraître cohérente, mais que je vous laisse découvrir. Je ne veux pas spoiler plus la narration, mais je voulais vous en donner un contexte précis. T'es touché? Tu pisses plein de sang. Une goutte de sang, ça me gêne pas. Ah, ok. Et si ça pète, ça te gêne? Alors, essayons d'évoquer les choses comme la mise en scène de Kitano est très précise. Je vais vous parler tout de suite de la mise en scène. Vous allez comprendre que tout le reste devient évident. Aussi bien le casting, ou plutôt la manière dont il fait jouer les acteurs, que le décor, que les éventuels effets spéciaux, et que la musique. Vous allez comprendre un peu l'idée. Les films de Kitano, à ce moment-là, il a donc une période de 10 ans, il va grosso modo répéter une forme jusqu'à quasiment Zatoichi, donc quasiment 10 ans, où il va répéter un peu le même style. Ce qui va l'intéresser, c'est de créer des situations qui vont osciller entre le réalisme documentaire, on va quasiment être face à des photos filmées, et des séquences qui vont être des réponses de plan à plan, donc quasiment des réponses de photos les unes vers les autres, avec un énorme jeu sur la couleur, sur les lumières naturelles quasi systématiquement, et sur une staticité des personnages. On a beaucoup de plans dans ces films qui sont littéralement des tableaux où les personnages ne bougent pas, et élément supplémentaire du style de Kitano, où les personnages n'ont pas d'émotion à part que, genre, ils s'ennuient, ou ils attendent, ou ils s'ennuient. Donc on a énormément de plans qui sont en fait quasiment des séquences à eux tout seuls, et qui sont des hiatus temporels très très forts. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, l'histoire que je viens de vous raconter, je vous ai quasiment raconté tout le film, hein. Faut bien en avoir conscience. Alors vous allez me dire, on risque de s'emmerder sévère. Eh ben, pas du tout. Ce qui fait que Sonatine fonctionne, et fonctionne très très bien, c'est que Kitano arrive en parallèle de ces moments très calmes à faire littéralement exploser, claquer la violence d'un seul coup. Tarantino le dira lui-même, il s'est beaucoup inspiré de cette science du retournement, du calme qui précède la tempête, entre guillemets, chez Kitano, dont il a apprécié énormément la capacité à faire ralentir les choses, à prendre son temps pour poser du contexte, de la comédie, à créer grosso modo un rythme assez douloureux, assez étrange dans ses films, où tout semble aller de soi, pour faire surgir une violence crasse d'un seul coup. Et je vais un petit peu spoiler les séquences de violence dans Sonatine, mais vous allez comprendre la nature un petit peu de son style. Je vais vous donner 2 exemples précis de cette mise en scène. D'abord, vous avez une séquence où, grosso modo, les hommes de Murakawa attendent, ils sont dans leur QG au centre-ville, qui est une sorte de bâtiment désinfecté, hein, quasiment en plein centre-ville. Voilà, donc ils sont à l'étage, on les voit clairement passer par une entrée, puis monter à l'étage, ils attendent. Là, on voit un plan fixe sur eux où ils s'ennuient tous un peu, voilà, ils s'emmerdent. Il y a un gars qui dit « Ouais, tu veux un jus de fruits ? Ah oui, merci. » Je sais plus ce qu'il lui demande. Et il lui emmène, et le gars dit « Ah, c'est sympa, j'aime beaucoup ça. Oui, justement, j'ai pris ce que t'aimais bien. Ah, bah c'est très gentil. » Donc on est vraiment face à quelque chose d'une banalité confondante, limite, on se dit « Pourquoi on nous raconte ça ?» Et là, d'un seul coup, on voit l'entrée telle qu'on l'avait vue avant. On voit un jeune rentrer dedans en courant, sortir, et ça fait boum. D'un seul coup, on a une explosion. Et voilà, et derrière, on voit les mecs qui disent « Ouais, alors il y a qui est mort ? Ben, il y a un tel qui est mort, ils sont de nouveau assis, calmement, comme si rien ne s'était passé ailleurs. » Ils disent « Il y a qui est mort ? Ah, il y a un tel, et un tel. » Et là, t'as Murakawa qui demande au gars qui est supposé les recevoir, et qui connaît donc les gangs locaux, il leur dit « Alors, comment on doit prendre ça ? Ça va pas ? On dérange ?» Et l'autre, il lui dit « Mais non, pas du tout, c'est certainement un signe de bienvenue, c'est pas grave. » Genre un attentat, un signe de bienvenue. Donc voilà, vous avez tout ce côté qui va du calme quasi anodin à la violence, à la résultante quasi ironique. On se dit « Non mais attends, qu'est-ce que ça veut dire cette comédie ?» Et il y a constamment dans cette mise en scène En fait, il y a des ascenseurs émotionnels constants. On ne sait pas trop où mettre les pieds, on ne sait pas trop quand la violence va arriver, quand la comédie va arriver, quand la poésie va arriver.
Et je vous laisse découvrir comment. Mais on a beaucoup de scènes dans le film qui jouent sur des effets. Je vous donne un exemple tout bête. On a à un moment donné un personnage qui a des fleurs rouges dans les mains, il les jette en l'air. Et d'un seul coup, on a un fondu entre les fleurs qui sont dans les airs et un frisbee rouge qui avance comme ça dans les airs, qui vole en tournant sur lui-même. Et on se rend compte qu'en fait, c'est Murakawa et ses copains qui sont en train de lancer le frisbee et qui essaient de tirer dessus, qui jouent au pool avec. Donc, c'est constamment cet amoncellement d'anodin, de ridicule, anodin, d'humour, quasiment d'humour d'enfant, d'humour de slapstick, d'humour visuel, des mecs qui se cassent la gueule ou qui se font mal. Vous allez voir, je veux vraiment pas spoiler trop ça, ou les blagues. Pour vous donner une échelle d'idée, à un moment donné, les personnages commencent à se faire des blagues parce qu'ils s'ennuient, et Murakawa, son truc, c'est de construire des trous et de faire marcher les mecs dans les trous. Ça a l'air tout bête, mais c'est vraiment un humour qui est d'une simplicité enfantine, mais qui fonctionne très bien en termes de mise en scène, parce que la mise en scène de Kitano est lente, quasi théâtrale, et laisse le temps au personnage d'être dans le plan. Donc quand ces blagues arrivent, on peut s'y attendre, mais elles fonctionnent, elles font sourire, elles font rire. C'est vraiment un style assez unique. Peu de réalisateurs ont repris grosso modo ce style qui est, je peux le dire, du Kitano au cinéma. Et c'est pour ça que, autour de ce pitch assez simpliste, vous allez vous surprendre en regardant Sonatine, si vous ne l'avez pas déjà vu, à être grosso modo constamment interpellé. Je sais que beaucoup de gens à qui j'ai montré ce film me disaient non mais attends, qu'est-ce qui se passe dans le film, je fais chier, machin. Et je répondais toujours la même chose, oui, mais tu savais pas trop où mettre les pieds, tu savais pas trop quoi penser de cette histoire. Et les gens me disaient oui, alors qu'en fait elle est très simple, c'est une histoire de Yakuza, on est face à une histoire de gangster qui vieillit, qui voulait un petit peu s'en sortir, mais à qui on ne laisse pas la possibilité de s'en sortir. C'est vraiment un cliché de film de vieux gangster, il n'y a pas de surprise dans le fond de ce qu'est Sonatine. Je voulais aussi donner un autre exemple de violence, un exemple de séquence qui exprime la violence de Kitano. Les personnages de Murakawa se baladent je crois qu'ils cherchent un mec, si je dis plus de bêtises, et ils vont dans un café, et ils s'assiedent dans le café, tranquillement, machin, donc ils arrivent, t'as des mecs qui leur font des signes de la tête, ils rentrent tranquillement. Ils vont dans le fond du bar, ils s'assiedent autour d'une table, et on a un contre-champ sur le serveur qui va, grosso modo, derrière le bar, chercher quelque chose. Puis on a un retour au champ sur Kitano et ses hommes, et d'un seul coup, les armes, comme on a des coups de feu qui éclatent d'un seul coup, les personnages de Kitano et ses hommes sont surpris, regardent autour d'eux, et on a le contre-champ, et on voit que les mecs qui étaient au bar et qui étaient soi-disant anodins se sont retournés, commencé à leur tirer dessus. Mais on n'est vraiment pas dans de la mise en scène, genre les mecs sautent, se cachent derrière des tabourets ou n'importe quoi. Ils restent là, ils sont debout, ils leur tirent dessus, et eux, du coup, s'assiedent, machin, sortent leur flingue, leur tirent dessus. Donc en fait, on est une sorte de... On se bloque sur place et on tire. Il n'y a vraiment pas de tous ces trucs, vous savez, les sauts, et puis on met des tables par terre, on se couche par terre. Il n'y a personne qui fait ça, on se tire juste dessus, à la fin, il n'y a plus que les mecs de Murakawa avec 2-3 gars, il y en a d'autres qui sont morts, voilà. Et la violence a claqué d'un seul coup, dans 2-3 plans, très simplement, même dans un champ contre champ, et elle est très surprenante. Et là, les mecs de Murakawa comprennent qu'ils doivent se barrer et quitter Tokyo. Et je vous laisse découvrir comment le film est. Et c'est constamment maîtrisé à tel point qu'on est constamment surpris quand ces violences claquent, d'autant plus quand ils arrivent à la plage et qu'il y a toute cette ambiance qui franchit encore un cap vers quelque chose des jeux d'enfants, vers quelque chose de l'insouciance, qui au final, ce que ces personnages qui vivent dans une tension constante de violence recherchent. Bref, tout ça pour dire, c'est ça la mise en scène de Kitano, et c'est ce qui fait que ça a tendance à rendre ces films uniques. Voilà, donc une fois qu'on a posé un peu la mise en scène de Kitano, on va un peu détailler les choses. Alors, je voudrais d'abord faire une partie sur les décors, vous allez comprendre pourquoi j'aime bien faire des parties décors, effets spéciaux, mise en scène et ainsi de suite, sur mes différentes critiques, et vous allez comprendre la différence entre ce film-là et d'autres films que j'ai pu apprécier, mais qui sont pour le coup beaucoup moins aboutis. Qu'est-ce que je veux dire par abouti ? C'est quand la mise en scène met en valeur les différents éléments de ça qui la composent. Les décors chez Kitano sont clairement des tableaux. Donc, il va choisir des contextes qui vont en général mettre en exergue la nature, c'est-à-dire la mer, les champs, le sable, les maisons en ruine, les maisons simples et rustiques, sont souvent mis en scène dans ces films, en jouant énormément sur la couleur et sur la présence des personnages dans le plan, posés de manière fixe. On est vraiment face à des tableaux. Donc, tous les décors sont pensés comme ça.
Ou alors, ils sont pensés comme des lieux de comédie. Mais vous verrez dans Sonatine que déjà, il y a un sens du cadrage qui fait que Kitano peut se permettre de faire jouer des scènes comiques dans des tableaux qui, chez plein d'autres réalisateurs, auraient pris une dimension quasi poétique. Donc vous avez compris un peu la nature des décors. Je ne vais pas trop donner d'exemples, mais la construction du cadre, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en photo, c'est la fameuse règle des tiers. Elle est quasi systématiquement respectée chez Kitano. Kitano, oui, je ne l'avais pas dit, avait une carrière d'acteur au cinéma. Il s'était fait reconnaître à l'époque en tant qu'acteur en jouant le rôle du tortionnaire dans Furio. Dans le film Furio, tout simplement, c'était le fameux tortionnaire qui torturait pendant tout le film David Bowie. Donc il s'était fait connaître là-dessus, donc il a tourné avec des réalisateurs, donc Nagisa Oshima, des grands maîtres du classique japonais, qui composaient leur cadre systématiquement avec la règle des tiers photographiques. La règle des tiers, c'est des lignes que vous faites à un tiers de l'écran, que ce soit bien horizontal et vertical, ça fait 9 grosso modo carrés. Et sur ces lignes-là, donc c'est les lignes des tiers, vous avez les points les plus forts de l'image qu'on va naturellement regarder. Et tous les plans de Kitano sont construits systématiquement comme ça. Une fois que vous savez ça, vous savez décrypter son image, et tous les décors jouent là-dessus, sur le 2 tiers, 1 tiers, que ce soit à droite, à gauche, en haut, en bas, vous verrez à chaque fois. Et les personnages sont sur les lignes de force quasi systématiquement, sauf quand éventuellement il veut faire une blague et vous surprendre, mais c'est rare quand même. En général, ils respectent quand même la règle des tiers. Donc voilà un petit peu pour les décors. Vous voyez un petit peu comment c'est construit chez Kitano. Mais j'insiste, il y a vraiment des plans qui sont absolument magnifiques. Il y a un moment donné où ils jouent à un jeu grosso modo de sumotori sur la plage qui est juste magnifique. Je vous laisse découvrir comment, et c'est découpé en 2 tiers, 1 tiers, avec la plage qui va jusqu'au tiers de l'image et la mer qui arrive à cet endroit-là, et eux qui font les sumotori devant. C'est une séquence qui est marquante parce qu'elle est d'une juvénilité, d'une fraîcheur, d'une liberté. On sent complètement le besoin de ces personnages-là de se libérer de leur carcan tendu et mortel, et c'est vraiment très beau. Rarement un film m'a fait comprendre aussi bien la vie de gangster, je trouve. Bref, je digresse directement. Mais tout ça pour dire, vous comprenez un petit peu mieux les décors. Je vais vous parler un petit peu maintenant, il faut faire un gros passage là-dessus, sur la musique. Ooh, that's a bingo! Is that the way you say it? That's a bingo. La musique chez Kitano, c'est donc à cette époque-là Joe Hisaishi. Joe Hisaishi, donc j'en ai parlé un petit peu avant, je ne vais pas revenir dessus, grand compositeur. Mais le travail qu'il fait avec Kitano est très particulier, puisque souvent Kitano lui donne des moyens limités, a peu d'argent, fait vite, écrit ses scénarios vite, ce qui fait que Joe Hisaishi n'a pas trop longtemps pour se retourner, et il a beaucoup apprécié ce type de défi. C'est l'un des réalisateurs qui a aidé Joe Hisaishi à se faire connaître, c'est bien Takeshi Kitano, même s'il a travaillé très vite avec Ghibli, sur les films de Miyazaki. Il s'est fait vraiment connaître au niveau international avec Kitano, notamment faisant des mélodies simples. Il faudrait faire tout un podcast sur Hisaishi, et je ne m'y connais pas assez en musique, mais grosso modo, le style d'Hisaishi pour Kitano, c'est souvent sur ses premiers films, peu d'orchestral, très très peu d'instruments. Dans le cas de Sonatine, c'est quasi systématiquement du piano et si je dis pas de bêtises, une sorte d'instrument japonais qui ressemble à du xylophone. Il y a très peu de choses de plus, un petit peu de synthé, mais il y a essentiellement du piano. Une fois que vous avez ces éléments en tête, ce qu'il faut comprendre dans la musique de Joe Hisaishi, de toute façon, je vais mettre... si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez déjà que je les mettais en introduction de mes vidéos, notamment d'avant le film, les toutes premières vidéos, vous avez le thème principal de Sonatine, qui est une musique que j'aime énormément. Mais c'est une musique qui est faite à base de notes qui ont beaucoup de temps pour exister et être entendues dans la mélodie. Tout simplement parce que Sonatine, le terme sonatine, veut dire... C'est en fait une sorte de petite... morceaux qu'on composait au départ quand on voulait devenir compositeur de musique classique, et qu'on grosso modo travaillait à développer ça. On appelait ça une sonatine. Et donc sonatine, c'est Takeshi Kitano qui dit pour la première fois, c'est mon premier film, mon premier vrai film à moi, je me sens prêt à le faire, je sais comment le faire, je sais que je vais pouvoir aller au bout de mes idées, je ne tâtonne plus. C'était son 3e film, et je pense que c'est tout à fait vrai, que ça s'est vu, et que c'était clairvoyant de sa part, et ça renvoie aussi au fait que la vie de son personnage principal, Murakawa, n'a peut-être été qu'une sonatine à ce moment précis de sa vie. Donc une grande préparation au vrai moment important de sa vie. Je vous laisse découvrir aussi par rapport aux autres personnages ce que ça veut dire, mais c'est, je pense, un sous-texte tout à fait tenable sur Sonatine. Tout ça pour dire, la musique d'Hisaishi a ce côté léger, ce côté enfantin, il arrive à donner une certaine
profondeur au film, mais au final, ce qui est les passages les plus forts de la musique de Sonatine, c'est tout ce passage qui oscille entre une forme de juvénilité, une forme de légèreté, et en même temps, une légère tristesse. C'est bizarre, on dirait que c'est heureux, triste. Il y a quelque chose de dramatique et de profondément léger dans la musique de Sonatine de bout en bout du film. Du coup, la musique de Sonatine participe énormément au style de Kitano en insistant sur la poésie de ce qu'on nous montre. La mise en scène serait presque trop sèche, trop fixe, pour qu'on comprenne qu'on est face à quelque chose de poétique si la musique venait pas, par moment, remettre clairement sur rail une histoire qui oscille entre guillemets entre quelque chose de juvénile et quelque chose de profondément violent et triste. Mais encore une fois, le thème principal du film le transmet tellement bien avec son thème principal de musique légère et un synthé de fond qui en fait suit ce thème, mais en même temps il donne une profondeur, une lourdeur, une certaine forme de ténèbres dedans, si je peux dire, mais ténèbres très légers, très au fond. Bref, je vais pas trop parler de musique parce que je m'y connais moins, mais vous avez compris déjà un petit peu ce qui fait le style de Kitano, ces plans fixes et cette musique qui vient quelque part insister sur le fait qu'on est face à quelque chose quelque part de métaphorique qui se veut pas tout à fait réaliste, qui pointe sur des éléments du réel qu'on voit rarement au cinéma, l'ennui, l'attente, le fait que la vie se résume souvent à des grands moments de rien, qui vont entrecroiser des moments d'absurde, des moments de comédie, des moments de violence, des moments de pureté, des moments d'amour et de légèreté. C'est tout ça, et c'est grâce à la musique d'Iseishi que clairement Kitano arrive à retrouver une certaine forme de spectateur en lui disant non mais ce que tu es en train de regarder est métaphorique et poétique. Voilà un petit peu pour la musique, mais je tenais à insister, et puis bien sûr si vous avez l'occasion d'écouter vous ne connaissez pas les films, vous ne connaissez pas Joe Hisaishi, écoutez la musique de Sonatine, vous aurez déjà un style, une très belle BO à écouter, et si vous aimez le style un peu plus orchestral chez lui, je suis un grand fan de sa musique de Princesse Mononoke Hime, c'est une musique beaucoup plus orchestrale mais qui est magnifique, je vous la conseille, qui évoque grâce à la musique la forêt, le sauvage de manière absolument splendide. N'hésitez pas à écouter sa musique, c'est vraiment un très grand compositeur. Voilà pour la partie musique, on va parler maintenant de la partie effets spéciaux. Vous allez comprendre où je vais en venir. Je vous ai parlé d'effets spéciaux dans les films de Kitano, c'est un peu une blague, mais non, justement pas, vous allez voir où je vais en venir. Tu connais le sens du mot némésis? Un juste châtiment légitimement infligé par l'intermédiaire ou au moyen d'un agent approprié. Alors oui, parler des effets spéciaux, c'est Kitano, ça peut paraître un peu bizarre, surtout si vous connaissez sa filmographie, puisque c'est pas des films qui se prêtent à énormément d'effets spéciaux. Mais le fait est que Kitano a souvent eu un rapport aux effets spéciaux assez drôle et décalé. Grosso modo, il aime bien que ça se voit. C'est pas le cas dans Sonatine, mais on a par exemple des effets gore qui sont particulièrement choisis. On sent, il y a très peu d'effets spéciaux dans ces films, mais on a notamment un gars qui se fait exploser le doigt par un coup de feu, et c'est vraiment voulu comme un effet gore, violent, direct, trash, et ça contraste énormément avec le reste du film. On dirait pas du tout le même film. C'est ça qui est fort, et qui fait qu'on a un bon contraste qui fonctionne dans Sonatine. Et c'est constamment comme ça que les effets spéciaux sont utilisés chez Kitano. Son film qui aura le plus d'effets spéciaux, Zatoichi, j'en parlerai à l'occasion, je ferai probablement un podcast dessus, peut-être même une vidéo, se permet des effets 3D à un moment donné, avec des effets d'épée, des coups d'épée de films de samouraï, puisque c'est un film de samouraï, en 3D, avec du sang en 3D, et ça en rajoute, il y en a des hectolitres à l'écran, il en rajoute un max. Ça donne un côté kitsch au film, qui est voulu par Kitano, qui veut rendre cette violence un peu ridicule. Et de l'autre, ça lui permet d'aller à fond et de faire des scènes qui marquent et qui claquent visuellement. La violence chez Kitano ne peut pas être inodore. Elle ne peut pas être un truc, voilà, les mecs se bastonnent et c'est joli, y a du sang mais pas trop, faut choquer le spectateur mais pas trop. Non, chez Kitano, c'est la violence, ça choque, ça fait mal, donc si ça choque, c'est réussi. Et donc il va constamment exagérer les effets spéciaux pour dire, d'un côté il vous dit c'est faux, et de l'autre il vous dit mais en même temps je vais quand même vous choquer avec. Et ça c'est déjà présent dans Sonatine et c'est très réussi. Je vous donnais l'exemple du doigt, je vous donnais l'exemple aussi de la fameuse scène dans le bar là qui claque d'un seul coup. Et vraiment ce qui est très intéressant à faire un parallèle, c'est de se rendre compte à quel point Tarantino a aimé ça chez Kitano et lui a clairement il n'a pas copié, il s'est juste inspiré de ça, il l'a fait à sa manière, mais c'est du même ordre. C'est pour ça que si vous aimez le cinéma de Tarantino, vous devriez apprécier aussi le cinéma de Kitano d'une certaine manière. Alors est-ce que je suis en train de dire qu'il devrait avoir autant de succès que Tarantino ? Non, les codes sociaux américains sont beaucoup plus partagés en France que les codes sociaux japonais, donc c'est pas si étonnant
qu'on ait un recul par rapport au cinéma japonais. Encore une fois, toutes les cultures ne peuvent pas nous intéresser. Moi, je suis franchement pas un fan de Bollywood et j'ai beaucoup de mal avec le cinéma indien, alors que c'est incontestablement un cinéma passionnant, extrêmement productif, où il y a des chefs-d'œuvre absolus. C'est juste que moi, la comédie musicale, j'y capte que dalle, et les codes sociaux indiens ont tendance à me gaver. Donc forcément, j'en suis loin. Mais par contre, je suis certain qu'il y a des réalisateurs indiens qui sont incroyables, à côté desquels je passe. Et ben, j'ai envie de dire que Kitano, c'est un petit peu ça, si vous êtes un petit peu allergique aux codes sociaux japonais. Mais tout ça pour dire, vous avez compris un petit peu la nature des effets spéciaux chez lui, et elle est déjà très présente dans Sonatine. Voilà, j'ai déjà fait un peu le tour, je veux juste faire un tout petit point sur le casting, pas pour vous parler d'acteurs japonais que vous connaissez absolument pas, parce que ça servira à rien, plus pour parler de comment il a géré son casting pendant un moment, et je trouve que c'est très intéressant d'en parler, parce qu'il a eu un rapport à l'acteur et au jeu d'acteur aussi particulier. Le casting chez Kitano dans cette période-là, pendant quasiment 10 ans, il va faire tourner quasiment une brochette d'acteurs qui va être un peu les mêmes, notamment parce que son style de tournage est toujours un peu le même. Il se trouve qu'il tournait le week-end, hein. Je crois qu'il a tourné le week-end pour quasiment tous ses films, jusqu'à peu près son 6e ou 7e film. Je crois que Hanabi, c'est le premier film où il tourne sans travailler. Je suis plus sûr. Je crois. Ou c'est celui-là, ou c'est Brother, qui est Aniki, mon frère en français, mais Brother, en fait, c'est le titre original, qui est le premier film qu'il tourne aux États-Unis. Et là, effectivement, il y a un tournage à proprement parler. Mais jusque-là, je crois qu'il faisait tout le rythme dont je vous ai parlé, émission radio, émission télé, et le week-end pour ses tournages. Du coup, les acteurs, il avait besoin de les connaître et de quelque part pas perdre de temps avec eux. Et ça se sent beaucoup dans sa mise en scène, puisque on retrouve des acteurs qui font un peu des rôles différents et en même temps un peu les mêmes, en jouant toujours un petit peu avec les mêmes intensités. Du coup, on va avoir une brochette d'acteurs qui va revenir sans arrêt. Par exemple, dans Sonatine, vous avez un personnage qui joue le rôle de Ken, qui s'appelle Suzumu Terajima, qui va avoir un petit peu le rôle de bras droit de Kitano pendant quasiment 2 ou 3 films de suite, ou je sais plus si c'est 2 ou 3, ou je sais plus, qui va revenir souvent avec le même rôle. Ren Osugi aussi, qui va avoir le rôle de bras droit ou de ami Yakuza de Kitano dans plusieurs films. Et plein d'autres visages qui vont revenir sans arrêt dans son cinéma. Et qui vont être un petit peu des sortes de... Très vite, au bout d'un moment dans son cinéma, ces acteurs vont devenir une sorte de métaphore de leur rôle. Et c'est assez intéressant puisqu'il fonctionne par tableau, il revient souvent sur les mêmes types de situations, mais différemment, légèrement différemment. Et en fait, ça va donner une sorte de tableau de comédie humaine assez frontal. C'est pour ça que Hanabi est aussi intéressant une fois qu'on a vu ses films précédents, puisque c'est les mêmes personnages qui vont jouer parfois des yakuza, parfois des flics, parfois des jeunes, parfois des moins jeunes. Et du coup, on va voir une sorte de gestion, grosso modo, du personnage qui est d'abord une idée plutôt que quelqu'un de réaliste, de vraisemblable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et du coup, le fait d'avoir des histoires très sèches, souvent très simples en termes narratifs, va être contrebalancé par rapport à ça. Mais là, je parle de son casting si on a vu plusieurs films. Si on ne voit qu'un seul film à la fois, ou qu'un seul film tout court, si on ne voit que Sonatine de sa filmographie, on va avoir des personnages qui vont être littéralement... c'est la gestion de leur jeu qui est assez incroyable. Il va être vraiment dans un rapport à eux qui va être du genre faites-en le moins possible. Aussi bien lui que les autres personnages vont très peu jouer la comédie. Très 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 peu. Vous allez voir des personnages danser, rire, faire des actions un peu de comédie. Et vous allez voir qu'au final, ils vont donner très très peu là-dedans. On a quasiment une expression par personnage, hein. C'est assez flagrant dans ces films. Et c'est très présent dans Sonatine. Et cette gestion du jeu d'acteur va énormément faire de place à la mise en scène théâtrale et à la comédie visuelle. Du coup, la comédie va être très drôle parce que les personnages vont quasiment être des pages blanches et c'est les situations qui vont créer de l'humour. Mais bien sûr, il y a des moments aussi où les dialogues vont créer cet humour. Et c'est là où on sent vraiment la maîtrise de ces acteurs chez Kitano. Le moment où il laisse les personnages péter les plombs, augmenter d'un seul coup leurs émotions, et ben on sent que c'est maîtrisé et qu'il connaît très bien ces acteurs. Je parlais de Ren Osugi avant. Ren Osugi, par exemple, c'est un peu le bras droit, grosso modo, de Murakawa dans le film. Et à un moment donné, il y a des gamins qui se foutent de lui parce qu'ils ont été obligés, je vous passe les détails, de récupérer des fringues d'été un peu stupides. Vous voyez, c'est la chemise façon joueur du grenier avec des palmiers dessus, machin. Et on se fout un peu de sa gueule. Et jusque-là, il était toujours très calme. Et d'un seul coup, il leur dit « Mais est-ce que je vous ai demandé votre avis, bande de petits cons ?» Ça monte d'un seul coup. Et c'est très efficace. Oui, je mériterai un Oscar, on est tous d'accord. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez, chérie.
Et cette gestion-là, c'est vraiment parce qu'il connaît les acteurs et qu'il les maîtrise et qu'il sait ce qu'ils sont capables de donner. Et ça donne lieu à des moments comiques très drôles, très efficaces. Bref, c'est un exemple très intéressant de gestion de casting, Kitano. Il va quasiment tourner avec presque quasiment les mêmes acteurs pendant 10 ans, en ne changeant quasiment que de rôle féminin. Et au final, pas parce qu'il a un désintérêt de rôle féminin, mais plutôt, comme je l'avais appris avec... j'étais allé voir des séances ici sur les films de Kitano, notamment en 2004-2005, dans ma ville. Et c'était très intéressant, et on m'avait fait comprendre que c'est surtout parce que c'était des films d'hommes, tout simplement. Il n'y a pas vraiment de place pour les personnages féminins dans le cinéma de Kitano, on est vraiment dans le cliché de films de gangsters qui se jouent entre hommes. Alors, est-ce que c'est un milieu machiste encore aujourd'hui à ce point-là? J'en sais rien. J'imagine que oui, mais franchement, j'en sais rien. En tout cas, ça me paraît d'être quelque chose de vraisemblable, mais je pense aussi que c'est une manière assez juste chez Kitano de dire finalement, je ne sais pas parler des femmes et je vais peu en parler. Et il a fait quelques, entre guillemets, erreurs, notamment au départ, il avait, dans son deuxième film, Senat de Scie, son personnage principal a une copine qui s'appelle Fumio, qu'il n'arrête pas de martyriser. Et il y avait un petit côté machiste maladroit, je trouve, dans son cinéma, qui heureusement disparaît plus ou moins. Qui revient par moments, mais vraiment pour blaguer. Et il joue de cette comédie avec les actrices, ça passe beaucoup mieux. Mais sinon, ou c'est des grosso modo des femmes dont ils se moquent et qui sont maltraitées par leurs copains gangsters, ou alors c'est des femmes qui sont littéralement des visions virginales aussi bien de la jeune que de la femme âgée, notamment dans l'excellent Dolls, dont je parlerai aussi à l'occasion, qui est un film de tableau littéralement. Je parlais avant de sa mise en scène tableau. Dans Dolls, ça devient littéralement des tableaux, ou même dans Hanabi, puisque Kitano est aussi un plasticien, un peintre, et il fait aussi des installations, bref. Quand je vous dis que c'est un hyperactif et qu'il surtaffe, vous voyez un petit peu le style. Voilà, ça vous donne un petit peu ça brosse un peu le tableau de sa gestion du casting, et avec ça, vous aurez un peu mieux compris comment un film comme Sonatine peut se faire, et comment le jeu d'acteur peut être aussi simple et donner autant d'émotions au final. Pour la petite parenthèse marrante sur le jeu d'acteur, Sonatine était passé au Festival de Cannes. Alain Delon avait été invité à l'avant-première du film. On lui avait dit, vous savez, c'est un mec, beaucoup au Japon parlent de lui parce qu'il a un style de jeu très proche de ce que vous avez fait dans le film Le Samouraï de Melville. Le Samouraï qui est un film extrêmement apprécié au Japon, notamment pour la mise en scène, la côté simple de la mise en scène, votre jeu extrêmement charismatique avec très peu d'émotion, machin. Et Delon était sorti de Sonatine en disant « Non mais vous foutez de ma gueule, je veux dire, moi dans le Samouraï j'ai 2 émotions, quoi, 3, j'ai quand même plus qu'une émotion là, c'est quoi cet acteur principal, il a une émotion pendant tout le film ». Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il a raison, mais il était passé à côté de ce qui faisait l'intérêt du personnage de Murakawa dans les films, et direct de la mise en scène de Kitano dans ses films, c'est que moins son personnage a d'émotion, plus la mise en scène est forte, et plus les personnages autour de lui peuvent alimenter ce qui se produit. Et ça donne du coup des films où le spectateur peut se projeter dans le personnage et être beaucoup plus quelque part à la place du personnage que s'il était tout constamment dans la surexpression, comme c'est le cas dans le cinéma contemporain, où souvent le personnage principal est tout simplement le réalisateur. Là, pour le coup, le réalisateur est le personnage principal physique, mais il s'efface pour faire la place au spectateur. Je vous laisse découvrir comment, et ça marche extrêmement bien dans Sonatine, et je vais vous expliquer ça dans la conclusion tout de suite. Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Donc pour conclure, que dire? À part que vous devez voir Sonatine, que c'est un grand film, que c'est un film touchant, émouvant, beau. C'est un drame, une comédie, comme vous en avez... C'est un drame comme vous en avez beaucoup, mais certainement pas une comédie sur fond de drame comme vous en avez très peu vu. C'est un film de jeu d'enfants et de jeu d'adultes. C'est vraiment un très très beau film, tout simplement. La mise en scène de Kitano est vraiment singulière. C'est vrai qu'on peut avoir une sensation bizarre au départ, être un peu désarçonné, se dire je m'ennuie, on m'explique pas tout, mais je vous dis prenez le risque. Laissez le film prendre son temps sur vous, laissez les images vous s'imprégner, parce que je vous garantis que vous serez au final, vous aurez vécu quelque chose de singulier. Est-ce que vous aimerez? J'en sais rien. Mais vous aurez vraiment vécu quelque chose à part. Donc n'hésitez pas à regarder Sonatine. Et tant qu'on y est, dans la filmographie de Kitano, je vous conseille de regarder Sonatine, de regarder éventuellement Hanabi, de regarder Kids Return, de regarder Brother aussi, Aniki mon frère en français, qui est son film le plus connu en France. Pas malheureusement, mais c'est dommage parce que c'est pas son meilleur. Et évidemment Zatoichi.
Je reparlerai de sa filmographie quand je parlerai d'autres films la prochaine fois, parce que là j'ai déjà trop parlé. Il a notamment fait après cette période, après Zatoichi, il a commencé à faire une période un peu nihilisto, où il a fait des films qui sont une sorte de trilogie, qui est un peu une trilogie psychanalytique sur lui-même, qui n'est pas son meilleur cinéma, mais qui est aussi intéressante de ce qu'elle dit, de ce qu'il veut dire de lui-même, et de son cinéma et de sa personne. Bref, même si en termes de film, je suis franchement pas fan. Et puis, il est revenu ensuite vers le cinéma de Yakuza avec Outrage, qui est donc une trilogie dont j'ai vu seulement le premier, mais que je vais regarder à l'occasion, puisque je viens de découvrir en même temps que vous qu'il y a 3 films là, en faisant le podcast, et j'ai bien envie de voir sa trilogie du coup, et je vous en parlerai probablement prochainement. En tout cas, déjà merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a intéressé, c'est un film un peu moins connu, je sais que quand je fais des films comme ça qui sont moins à la une, il y a moins de gens qui écoutent, ce que je peux comprendre, mais honnêtement, prenez le risque de regarder Sonatine, allez-y, c'est vraiment un voyage que vous ne regretterez pas, vous vivrez vraiment quelque chose comme vous en voyez rarement, quand je parle de films singuliers souvent dans mes critiques, c'est de ça dont je parle. Mais je vais m'arrêter là parce que ma compagne me dit souvent que mes podcasts sont trop longs. Elle aime bien ce que je fais, mais c'est trop long. Après. Donc je sais pas trop quoi en penser. Si vous pensez que c'est trop long, n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que je pourrais enlever, améliorer? Je suis là pour ça et je ne souhaite que m'améliorer. Et si vous connaissez la cinématographie de Kitano, si vous connaissez son cinéma, si vous avez vu le film qui vous a plu, pas plu, et ainsi de suite, si vous découvrez le film après ce podcast, si vous êtes d'accord, pas d'accord sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous parler de Kitano 15 heures. Il faut bien comprendre que j'ai pas évoqué la moitié de tout ce que je peux évoquer sur Sonatine. C'est pour ça qu'un jour je ferai une vidéo dessus et qu'elle durera 6 heures, certainement. Non, je déconne, j'essaie de faire des vidéos de plus en plus courtes. C'est mon grand combat de devenir plus synthétique. Merci à vous en tout cas pour votre écoute. J'ai encore eu des abonnés qui sont arrivés dernièrement, c'est vraiment super cool. N'hésitez pas à tweeter, Facebooker, Instagrammer, commenter sur la plateforme que vous voulez, partager, liker, partout quand vous pouvez. Un mec qui parle trop all over the world, comme on dit. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO sur quelque chose d'un peu plus récent. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci encore beaucoup pour votre écoute, ça me touche énormément. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.